messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure de votre émission Téléculture. Aujourd'hui, nous emmenons à la découverte d'un jeune écrivain béninois. Son nom, c'est bien sûr Richard Adodevo, pardon. Il est écrivain, il est journaliste aussi. Nous sommes dans ses locaux, dans son bureau aujourd'hui, pour découvrir bien précisément sa dernière livraison littéraire. C'est un roman au titre, vous avez Les rêves de Fatih. Alors, c'est un roman qu'il faut dévorer, qu'il faut à tout prix, il faut dévorer. C'est édité aux éditions Lara Édition, et que vous pouvez avoir également à Lara Édition rapidement. Alors, avant cela, nous avons pour habitude dans cette émission de vous amener à découvrir également le mot du jour, le mot ou l'expression du jour. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir avec Ibrahim Adamou le mot du jour qui serait tiré également de ce roman. Donc restez avec nous parce que ça va être très intéressant. C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, chers amis abonnés et téléspectateurs. Comme annoncé précédemment, nous vous amenons aujourd'hui hors des studios de Ibiz. Et bien entendu, monsieur Richard Adodevo nous accueille ici dans son bureau où nous allons parler de sa toute récente parution. Il s'agit bel et bien de Les rêves de Fatih. Richard Adodevo, qui, rappelons-le, avait déjà publié entre-temps un recueil de nouvelles intitulé Jehami. Et c'est avec un vif plaisir que nous vous demandons donc de nous suivre. Mais avant, bonjour monsieur Adodevo. Bonjour monsieur Adamou, bonjour vous avez respectateurs. Bien, merci beaucoup de nous accueillir chez vous ici. C'est avec un plaisir que je vous reçois. Je suis content d'être dans un studio au micro de Ibiz TV. Merci beaucoup. Donc, avec vous, nous allons parler de votre roman, un roman dans lequel vous parlez de Fatimata Damagui, une jeune fille dont vous racontez le parcours qui n'est pas sans embûche, voilà, et jusqu'à la fonction de son statut d'élève apprenante, jusqu'à son recrutement, à son parcours universitaire, à son recrutement, à sa vie professionnelle, disons. La première question que je m'en vais vous poser à propos, donc, c'est quelles sont vos sources d'inspiration? Quels sont les éléments qui vous ont inspiré pour commettre ce roman? Vous savez, le romancier, l'écrivain en général, c'est d'abord un citoyen comme tout le monde. C'est un homme de la société, c'est un produit de la société. Et donc, moi, ma source d'inspiration, c'est essentiellement les faits sociaux. C'est la société en général, c'est le déroulement de notre vie, c'est notre histoire, c'est notre tradition, c'est notre présent et puis c'est le futur que j'envisage pour nos générations qui vont succéder. Donc, par conséquent, c'est tout ce qui se passe devant moi que je prends, je manipule et je permets de me projeter dans l'avenir. Bien, merci beaucoup. En faisant un roman, en écrivant donc un roman dont le personnage central, on l'a vu d'abord enfant et dont on a suivi le parcours, je voudrais savoir quelles sont vos cibles, ou bien quelle est votre cible principalement? La cible, c'est essentiellement d'abord, il faut dire, de la jeunesse, puisque la jeunesse, c'est le fait de du développement, donc c'est la jeune génération d'aujourd'hui que nous voulons demain, c'est juste bien devenir, mais également c'est-à-dire ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui, qu'on peut encore rapidement implanter pour avoir un changement qualitatif de notre développement, de notre mieux vivre. C'est essentiellement tous ceux qui savent lire et forcément agir, je dirais, dans son 17 ans, à son 17 ans, comme le dirait par exemple Michel Sadou, tous ceux qui aiment la vie, tous ceux qui aiment le bien, le bon sens, cela se retrouve dans le cycle. Parce qu'en lisant cet ouvrage-là, forcément, vous avez une instruction, vous avez une connaissance, vous savez quelque chose sur laquelle vous pouvez normalement prendre et mieux vous développer. Donc, c'est un cycle d'âge. Elle n'est pas forcément simplement scolaire, mais elle est tout. Elle est scolaire, elle est fonctionnelle, elle est aviative, elle est même
ça a dû se lier aux représentants du troisième âge aussi se retrouveront aux dedans. parents. Voilà, se retrouveront dedans. Parce que nous avons, dans le parcours, dans le fonctionnement du personnage principal, vous allez voir, si vous prenez simplement ce personnage-là, vous allez voir que c'est de son adolescence jusqu'à l'âge de maturité, nous avons convié et tous ceux qui sont autour d'elle ont fonctionné pour que chacun puisse se retrouver dans le fonctionnement de personnage. Bien, merci beaucoup. Et dans ce personnage dont vous venez d'évoquer donc le parcours, en l'occurrence le personnage de Fatimata, nous voyons une jeune fille qui est née dans un quartier périphérique de la ville de Paraplou, mais qui quand même a su batailler dur pour obtenir une bourse qui l'a conduite à Harvard. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui de faire la promotion quand on sait que l'environnement y est hostile aujourd'hui? On entend de plus en plus de ces discours-là qui discréditent l'école. Est-ce vraiment important de donner du rêve à nos enfants, à la jeune génération, aux élèves, aux apprenants? C'est absolument important. C'est-à-dire, le rêve n'est pas un crime, rêver, c'est pas un crime, comme on le dit simplement. Et le rêve permet de garder l'espérance. Moi, je suis optimiste, je suis afro-optimiste. Je pense que tout peut encore changer positivement pour nous, tout peut s'améliorer. On peut quitter l'enfer, de la misère, et se retrouver dans le paradis du développement. C'est bien possible. Seulement qu'il faut vraiment avoir du bon rêve éveillé, comme on le dit, se donner les moyens pour y arriver. C'est pas seulement rêver et rester les bras croisés pour en arriver. Vous allez voir que Fatih, dans ses rêves, non seulement rêves culturels, spirituels, qui pouvaient être autrement, mais aussi dans les rêves simples que tout le monde peut faire, c'est-à-dire rêves de projection, d'ambition. Elle est totalement éveillée, se donne les moyens pour arriver à les réaliser. C'est de cela qu'il s'agit parce que c'est une faculté qui est humaine et qu'il faut savoir exploiter pour atteindre le développement individuel et collectif. Donc, il n'y a pas de crime à avoir là. L'ambition, c'est montrer que de l'école, et l'école n'est pas, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, on va toujours revenir à cette réalité, à cette valeur-là. L'école, c'est le produit de la société. L'école façonne l'individu et forge en lui personnalité actuelle à la vertu. L'école, ce n'est pas forcément pour sortir directement comme on a toujours enseigné, sortir fonctionnaire. On va à l'école pour gagner la connaissance, pour gagner le savoir-vivre, savoir-faire, pour savoir être, pour pouvoir réussir sa vie. Donc, quand on va à l'école, c'est pour ça aussi. C'est pas parce qu'on a eu des chômeurs, on a des chômeurs dans la ville, on a plus de chômeurs qui sont aujourd'hui parce que notre école est parfois un peu inadaptée aux réalités du marché qu'il faut remettre en cause la scolarité. Eh bien, monsieur Ado Diabo, votre roman recèle de beaucoup de données sociologiques et historiques. Cela se comprend puisque vous évoquiez tout de suite une cible dans laquelle vous incluez des enfants, donc il faut les apprêter, les éduquer à leur histoire, à leur culture. Ce que je voudrais savoir, est-ce que cela vous a fallu des recherches de terrain pour avoir toutes ces données qui sont concentrées dans votre roman? Absolument, il faut dire que c'est un roman que j'ai voulu comme un outil pédagogique, un outil pédagogique également. Et donc forcément, il fallait me donner tous les moyens pour réussir ça au-delà de la fiction, au-delà du rêve qu'il faut partager, qu'il faut interpréter et partager selon le choix qu'on aurait fait de la lecture. C'est que le lecteur puisse en même temps apprendre beaucoup à travers l'ouvrage, puisque notre rôle d'écrivain engagé, c'est vendre nos cultures, vendre notre société positivement que nous voulons. Et donc, il fallait fouiller. On est allé se rapprocher de toutes ressources qu'il fallait. On a aussi fait les déplacements qu'il fallait. On a fait les recherches sur le net, simplement comme on devrait écrire un mémoire, par exemple, une thèse. C'est-à-dire que c'est vraiment pour documenter l'histoire, pour documenter la fiction. Et donc, ce travail-là a vraiment été fait. C'est dit que ce n'est pas simplement de l'inspiration, prendre le bic et de façon au bureau simplement commencer par écrire. C'est vraiment aller sur le terrain pour voir la réalité, peut-être la grossir, pour tirer maintenant la fiction que nous avons là-dedans, c'est un travail de qualité. Bien, merci beaucoup. Et c'est également un ouvrage, un roman de métissage, parce que nous voyons une implication des cultures, des religions,
Nous avons par exemple le personnage de Dancy, qui est une professeure de philosophie, Fonoussi, de surcroît, de naissance, qui épouse un haut perché du renouveau charismatique du Bénin. Donc, roman de métissage, mais également un roman de retour aux traditions, retour aux sources, parce que nous avons également le personnage central, surtout de Fatimata, qui quand même a préféré préserver sa virginité, par exemple, qui se réfère quand même aux traditions pour pouvoir se sortir de certaines situations. Quel est cet intérêt-là de divulguer, d'apprendre le métissage aux enfants, aux personnes adultes, et également le retour aux traditions? Au-delà du mot métissage, du concept métissage, parce que ça, c'est dans le premier sens, on peut penser à simplement racial. Donc, là, il a bien souligné que c'est le message religieux. Moi, je parle beaucoup plus d'écuménisme, c'est-à-dire la paix des religions. La paix, tout simplement. C'est-à-dire, l'intention de l'auteur que je suis, c'est qu'à travers la lecture du Torah, on sache que nous formons un, que nous avons un seul Dieu, que tout ce que nous faisons, plusieurs chemins mènent à Rome, que nous allons finir par aller vers le développement, vers la paix, simplement parce que nous sommes humains, c'est l'humanité qui est en question ici, on sait arrêter les divisions que nous avons à cause de la religion ou d'autres choses. Donc, que vous soyez Baliba, que Fatimata Damagui Baliba, peut facilement se marier à quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui sera connaît son histoire un peu de l'Uniki, mais aussi qui se retrouve facilement encore à Lada et autres. C'est vraiment ce métissage là que le Bénin est une nation une et indivisible, que nous voulons que les piliers de notre construction de la nation se retrouvent vraiment dans ce roman-là. C'est ce travail-là qu'on a voulu faire. Donc c'est vraiment mélanger tout ce monde-là pour vraiment aller vers le seul but, le but de la construction de l'individu et en même temps de la nation, de la nation africaine que nous voulons. C'est vraiment un idéal que nous avons voulu faire incarner par nos personnages. Maintenant, par rapport à la virginité, par rapport à la tradition, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me considère comme un ambassadeur. Dans mon écriture, je me considère comme un ambassadeur des valeurs culturelles, béninoises et africaines. Donc, civilisation pour nous, c'est également cela, c'est à nous, intellectuels, d'avoir cette fierté d'abord d'en parler et de pouvoir ressortir ce qui est positif, qui ne nous retrograde pas, mais qui peuvent facilement nous aider à nous hisser au sommet de l'émergence du développement au cours des nations. Donc, c'est travailler sur ces éléments que nous avons, notre patrimoine immatériel, notre patrimoine culturel, et les bonnes dans ces valeurs-là. Nous avons par exemple la virginité, qui n'est pas quelque chose de mauvais. C'est vrai que nous avons des contingences aujourd'hui qui bloquent parfois à accéder facilement à cela, à avoir une femme, à en avoir plusieurs comme on en avait autrefois. Mais il faut dire aussi que les choses ont évolué, puisque pour le temps de mœurs, on se marie à 13 ans, 14 ans facilement pour se mettre vierge. Aujourd'hui, pour aller à 30 ans avant de se marier, donc beaucoup de contingences qui excusent un peu. Cela n'empêche qu'on peut continuer à garder sa virginité pour en mettre une fierté pour son mari et pour la famille de son mari. Parce que c'est ce qui était vu et c'est encore possible. C'est la dignité de la femme que nous voulons vendre au-delà de la virginité. C'est la dignité de la femme, c'est-à-dire qu'une femme qui permet, qui arrive au mariage, c'est pas obligatoire, je le dis, je le continue à répéter, mais qui arrive au mariage avec cette valeur-là, en plus d'autres valeurs de vie conjugale qu'elle peut développer, forcément, elle fera la différence par rapport à celle qui est entretenue dans la débauche, dans la fange de la médiocrité et de la dépravation. Donc, c'est cela que nous voulons enseigner. Nous disons que peu importe le temps qui passe, peu importe l'envahissement culturel occidental, la dépravation ambiante que nous notons, on ne peut pas négliger ces valeurs qui sont nôtres et qui continuent à être de grandes valeurs que nous devons utiliser, que nous devons apprendre à nos filles. Parce que demain, c'est arrivé sain, c'est arrivé digne qui fera de vous la différence, qui fera de vous fierté et nous allons respecter. Merci beaucoup. Dans le parcours professionnel de Fatimata Damagui, on la retrouve confrontée au harcèlement sexuel. Jean Pliat, de Vénéré Mémoire, avait en 1973 évoqué déjà ce problème-là, ce mal de la société, des sociétés administratives, dans sa
dans sa pièce de théâtre La secrétaire particulière. 50 ans après, vous y revenez. Est-ce à dire que ce mal a vraiment la peau dure? Jean-Pierre, c'est une référence pour moi. J'ai eu la chance de le côtoyer, de l'amener même à Parakou pour une conférence en 2011. Je me rappelle, je lui disais qu'il fallait qu'il vienne avant sa mort. Et c'est cette phrase-là que j'ai choisie, qu'il a accepté. Il dit, mais il faut que je vienne rencontrer les jeunes Parakou. C'était en 2011, jeune que j'étais, on a pu réaliser à l'Institut français, SCCF de Parakou. Il dit aujourd'hui que si j'ai vu sa série particulière quand tout le monde en quatrième, et ça m'a marqué l'état de la société qu'il a su dénoncer à l'intérieur, ça m'a plu. Et je dirais, moi, mieux, avec la personne du corps enseignant que nous avons également lu, c'est dresser la corde au bout de l'ancienne. Et l'ancienne, c'est celle de l'ancien, c'est-à-dire les gens qu'il y a ici, que nous suivons en termes de génération d'écriture. C'est forcément continuer cette thématique-là, qui n'ont pas été totalement résolues, qui n'ont pas été totalement réglées, définitivement réglées, puisque partout où il y a des hommes, il y a encore toujours ces problèmes sociaux qui existent. Le harcèlement est un mal, est un mal qui entrave l'épanouissement de la femme, surtout parce que c'est la femme beaucoup plus qui est la victime de l'homme aussi, peut être victime. Et donc, ce mal-là, en tant qu'écrivain, tant que ce n'est pas totalement réglé, il faut dénoncer cela pour que cela puisse être éradiqué sur quelle partie pour que nous puissions dire oui, on peut faire apport à une femme, oui, on peut faire apport à un homme, mais pas en abuser, pas utiliser de ses pouvoirs, de ses forces, de tout le sujet, refuge pour dénaturer la personne, pour lui enlever sa dignité, parce que simplement on a une force en un pouvoir. Ce pouvoir ne donne pas l'amour, le consentement mutuel et réciproque doit être l'élément sur lequel on doit se baser. Et c'est la personne qui dit non, non c'est non, oui c'est oui. Et c'est cela qui nous permettra de vivre dans une société harmonieuse, une société de paix et de développement que nous ambitionnons, que nous voulons. C'est vraiment nous sortir de cet tas-là qui est le développement. Et le harcèlement sexuel, le harcèlement au milieu du travail est vraiment une entrave, un handicap à ce développement. Parce que si vous avez une administration où les citoyens, les fonctionnaires qui sont à l'intérieur ne sont pas épanouis, ne sont pas libres, ne peuvent pas être performants. Et si la personne n'est pas performante, c'est que le développement va en partie. Et donc c'est pour ça qu'il faut remettre cela sur la brèche. Et l'actualité nous a aussi amené à en parler parce que on voit encore de ces personnes-là, de ces personnalités-là, de ces chefs-là qui continuent à en abuser. Et il faudrait les rappeler la réalité. Il faudrait également éduquer la jeune génération. C'est pour ça que nous disons que c'est un mouvement qui embrasse toutes les générations. La jeune génération qui va lire ce roman-là, les éduquer, les sensibiliser déjà à travers cette lecture-là, pour dire que demain, quand vous aurez ces postes de responsabilité, il ne serait pas bien que vous vous comportiez ainsi avec ce mal. Ce n'est pas bien. Votre pouvoir ne peut pas tout. Il faut respecter la femme, il faut respecter l'homme qui est en face de vous. C'est une créature humaine et c'est cela aussi le respect de la loi. Parce que si vous faites ça, vous pourrez vous retrouver dans les mains de la justice. Justement, et dans votre roman, vous n'êtes pas resté simplement sur le statut de l'observateur à donner tout simplement, à faire tout simplement la peinture de ce qui se fait. Vous avez proposé une solution que d'ailleurs Fatima a suivie, mais que nous n'allons pas évoquer ici, que nous allons laisser le soin aux lecteurs, aux abonnés, donc d'aller découvrir eux-mêmes. Et là, vous commettez un roman illustré, qui s'adresse, peut-on le dire, principalement aux enfants, et dans le contexte béninois, dans le cadre de notre littérature nationale. Généralement, quand on illustre, c'est pour les contes, etc. Donc, les romans illustrés, moi, je n'en connais pas. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour y parvenir? Oui, l'illustration de Joseph, il faut d'abord que nous remercions la maison d'édition. Au-delà de l'illustration, également, s'adresser à une cible si jeune. Est-ce que cela vous a paru difficile? Vous avez rencontré des difficultés? Merci pour la question. Non, je ne dirais pas que c'est très difficile. C'est-à-dire l'illustration d'abord, c'est la même édition qui s'en est occupée avec l'illustrateur, que je remercie ici, c'est un travail impeccable qu'ils ont fait. Mais l'intention pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que le jeune, je dirais le jeune garçon, la jeune fille de 8 ans, de 7 ans, qui sait lire,
qui s'est écrit et qui peut toucher ce roman-là, puisse déjà se retrouver dedans. Même s'il n'arrive pas dans la profondeur, les images vont parler. Les images parlent beaucoup, vous savez, nous sommes dans un monde d'images aujourd'hui. Et donc, on veut sortir des sentiers battus que nous savons. C'est-à-dire, autrefois, on ne faisait pas ça, mais aujourd'hui, il faut que le roman soit accessible. Il faudrait que le langage soit accessible. Si, dans la profondeur du style, on ne peut pas toucher, transmettre le message à l'enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, avec l'image, il va comprendre. L'adulte aussi également, qui est aussi aujourd'hui très envahi par les images également, a besoin de connaître son cerveau à cette deux-là. Donc, c'est pour moi un moyen vraiment efficace pour atteindre la cible, non seulement en termes d'attractivité pour l'ouvrage, mais également en termes de compréhension du contenu. Parce que nous mettons les deux ensemble, nous montrons l'image, nous montrons le contenu, le proverbe, le verbe qui est déposé sur la feuille à travers le texte. C'est vraiment ce choix-là que nous avons proposé à la même édition, qui a accepté, qui s'est investi dans. La difficulté, c'est vraiment le travail, le temps que ça a pris pour sortir, puisque déjà le travail d'écriture était déjà fini depuis 2021. Depuis 2021, tout est déjà terminé. Le travail d'illustration, après tout ce temps-là, on a dû vraiment batailler pour aller jusqu'au bout, pour tout corriger, accepter chaque image, voir là où ça doit rester, pour que ça puisse vraiment être concordant avec l'intention d'écriture. Cela nous a pris ce temps-là. Et donc, on a fini par faire 3 ans avant que l'ouvrage ne paraisse, mais à la fin, nous sommes heureux parce que la maturité attendue depuis la fusion, depuis la conception de l'idée jusqu'à la narration, à la phase finale, nous sommes vraiment à un aboutissement très heureux et très apprécié par tous. Donc chacun peut se retrouver, le jeune enfant et le jeune aujourd'hui, l'adolescent, l'adulte et même le pépé, le bébé, chacun, quand le pépé et la bébé, chacun se retrouverait facilement à travers ce que nous avons vu. Et quelles sont les difficultés que vous avez eues? En termes de difficultés, je ne fais pas grand-chose, c'est juste que moi j'étais aussi beaucoup plus habitué à faire des recherches. Donc le travail de recherche, je ne dis pas que c'est une difficulté pour moi, c'est juste un autre des aspects. S'il n'était pas administrateur aujourd'hui, je serais sociologue, j'ai été enseignant par le passé, donc j'ai été journaliste également. Donc pour moi, faire des recherches pour pouvoir nourrir mon écriture, la fiction, c'était quelque chose de très simple. Ça peut paraître une difficulté pour certains, non. Non pour moi, forcément, parce que c'est vraiment ça qui ferait la différence. C'est ça. Je ne peux pas lire un ouvrage et en sortir indemne, en sortir sans aucun atout, sans aucun élément de connaissance en plus. Donc, forcément, il fallait puiser, fouiller à la place parfois du lecteur, lui donner tous les moyens de compréhension pour éviter des interprétations inutiles. C'est pas un roman d'ici, je dirais, c'est pas pour je dirais vendre, c'est pas pour simplement interpréter les valeurs culturelles. On va parler de photo de l'homme, mais je ne suis pas un initié de Zapata, non. Mais il fallait quand même trouver les mots justes pour pouvoir rapporter ce qui se fait dans notre tradition, ce qui est bon et positif dans notre tradition, et ne pas tomber dans le piège de la méprise, de l'ignorance, de la négligence qu'on a voulu nous imposer à travers l'occidentalisation à outrance dans laquelle nous nous retrouvons. Bien, merci beaucoup. Et en dehors des illustrations, nous voyons également que chaque chapitre du roman débute avec des proverbes, avec des citations, tout ça, donc pour enrichir la culture personnelle de tous ceux-là qui auront le livre en main. Mais au-delà de cela, il y a quand même de très belles expressions dans le langage. J'en ai retenu plusieurs, notamment montrer patte blanche, que nous proposons d'ailleurs aux téléspectateurs d'élucider tout juste après cet entretien. Et vous, à travers donc, tout ce style, vous abordez diverses thématiques en dehors de celles-là que nous avons déjà évoquées. Vous avez parlé du conflit qui est quand même récurrent entre éleveurs et agriculteurs. Vous avez parlé du djihadisme, vous avez parlé également du monde de l'éducation. Nous avons également de très belles expressions, le langage est très affiné.
nous avons de très belles expressions. J'en ai retenu d'ailleurs quelques-unes, notamment montrer patte blanche. Et c'est dans ce style-là que vous évoquez beaucoup de thématiques, que vous parlez de beaucoup de thématiques. Et nous avons déjà eu à discuter de quelques-unes, mais on ne peut pas épuiser cela, et toutes les thématiques, on ne peut pas les épuiser dans cet entretien. Et donc c'est sur ce que je vais vous demander de nous lire un passage du livre de votre choix. Merci. Je prends bien le passage tiré de la page, des pages 164-175, c'est le chapitre sur le drame nuptial. On parle de la virginité, de la dignité de la jeune fille avant de se retrouver dans le foyer conjugal. Je commence. Pendant son séjour américain, ce n'était pas les occasions pour s'envoler en l'air qui manquaient. La débauche sexuelle, elle en a vu cultiver autour d'elle, surtout dans les résidences universitaires où des pratiques sexuelles étaient au goût de l'épanouissement et de l'émancipation, vibraient au rythme des progrès scientifiques et technologiques. Alcool, drogue, excès animaient les dortoirs. Le libertinage était la mode. Les soirées étaient vraiment arrosées. Pour y échapper, Fatih alternait deux options. Soit elle trouvait subtilement une excuse pour ne pas participer, soit elle se sauvait avant l'explosion des dérapages. Un jour, elle eut à propos une vive acrimonie avec sa meilleure amie Bethany. Dylan, qui te fait des avances, est tellement craquant. Il a l'air si sincère que je me demande s'il n'est pas l'homme de ta vie qu'un jour tu regretteras. De plus, c'est un mec brillant, né d'une famille aristocratique. Je trouve insensé ton obsession à préserver ta virginité. Tu devrais oser traverser le Rubicon de la maturité, entrer dans le cercle des adultes comme nous, tes amis. Essayer une fois et jouir amplement de ton corps. Tu es trop coincé. Allez, lâche-toi un peu. Nous n'en sommes pas mortes. Pourquoi continuer à résister au plaisir? Je ne suis pas comme vous. J'ai d'autres projets. Je le ferai selon mon timing, tempéra Fatih. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Pour goûter au fruit qui n'est plus défendu. Tu es la seule de notre club d'amis à ne pas l'avoir encore fait, informa Bethany. Vous avez certainement déjà franchi le cap avant moi. Je ne suis pas pressé. Ce n'est pas une compétition et je n'étais d'ailleurs pas sur le starting block pour espérer quelque orgasme à l'arrivée. Je ne veux pas être submergé de remords en commettant la même erreur, fit remarquer Fatih. Bien, très beau passage. On voit que Fatih a un bouclier quand même d'arguments, elle raisonne assez bien. Ce qui fait qu'elle n'est pas atteinte par les influences négatives de son environnement. Merci beaucoup. C'est sur ce que je vais vous demander votre mot de la fin. Je dis simplement les rêves de Fatih, c'est l'ouvrage, c'est un biscuit littéraire, c'est l'ouvrage qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, découvrir le fonctionnement des zonages et puis les thématiques développées à l'intérieur, c'est des défis, des thématiques contemporaines que nous avons développées. Nous souhaitons que chacun fasse vraiment un brevet pour pouvoir mieux comprendre nos sociétés et atteindre le développement positif que nous souhaitons. Merci beaucoup. Bien, très chers amis téléspectateurs et abonnés, on évoquait tout de suite dans notre entretien avec l'auteur une expression que nous avons relevée de son ouvrage Les rêves de Fatih. Il s'agit de l'expression montrer patte blanche. Eh bien, que signifie cette expression et à qui la devons-nous? Je commence d'abord par la deuxième question. Il faut dire que cette expression, nous la devons à Jean de La Fontaine qui a écrit une fable intitulée Le loup, la chèvre et le chevreau. Eh bien, dans cette fable, il y a une chèvre qui habitait dans sa maison, comme on peut le dire, avec son chevreau, avec son enfant donc.
et qui, voulant aller se ravitailler, voulant aller manger, donc au bord de la rivière, afin de mieux nourrir son chevreau, sort et ferme la porte après elle, mais avant, elle dit à son chevreau de mieux ouvrir la porte à quiconque qui ne donnerait pas le mot de passe qu'elle lui file. Et ce mot de passe, c'est foin du loup. Eh bien, au moment où elle le disait à son enfant, un loup passait et a tout entendu. Donc le loup par la suite revint dans la maison, frappe à la porte et demande au jeune enfant de lui ouvrir la porte. Et l'enfant lui demande le mot de passe. Mot de passe donc que le loup, l'ayant déjà entendu, récite correctement. Mais l'enfant n'étant pas dupe, l'enfant lui demande donc de montrer patte blanche. Et vous savez très bien que les loups ont une patte blanche. Donc si ce loup s'aventurait à montrer sa patte, l'enfant le reconnaîtrait immédiatement. Donc, d'où dans cette expression montrer patte blanche qui signifie donner la preuve que l'on a des qualités requises, que l'on est digne d'appartenir au club ou au milieu où l'on souhaite faire son entrée. Donc, montrer patte blanche, pour résumer, signifie montrer que l'on est digne d'appartenir à un sérail donné, à un club donné. Et je vais vous lire ce passage dans le livre de Richard Avedon, à la page 118. Il est écrit, je lis le paragraphe. Fatimata Damagui était un véritable cas d'étude psychopédagogique qui méritait une véritable analyse sous-tendue par une démarche scientifique. La stratégie d'enseignement avec elle ne devrait pas être la même partout reproduite. Sa salle d'études a vu tomber des dizaines de professeurs venus renforcer le niveau d'une fille pas comme les autres, une super girl. Ses aptitudes prophétiques pressentaient de loin chez certains des germes de relations coupables, et quant à ceux-là qui insistaient à l'instar d'autres au profil douteux, voire rigoureux ou terroristes pédagogiques, ils se retrouvèrent simplement devant un mur. Avec Fatih, il fallait montrer patte blanche et manier une main de fer dans un gant de velours pour la dompter et l'encadrer. Donc, il fallait montrer que l'on est vraiment digne d'encadrer Fatih, que l'on a des aptitudes aussi bien pédagogiques que tout le reste nécessaire pour son encadrement. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement sur un autre numéro de votre émission Téléculte. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de nous connaître, allez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous vous attendons avec beaucoup de plaisir. Là, vous êtes sûr de ne rater rien de notre actualité. Merci, prenez soin de vous. Ciao, ciao.